Parce que nous sommes avant tout des citoyens français. Parce que nous défendons depuis toujours la devise de notre pays. Liberté, égalité, fraternité. Parce que nous portons fièrement les couleurs de la France. Parce que l'injustice sociale qui ronge les départements et territoires d'outre-mer est indigne. Parce que l'eau, le lait, la farine, les œufs, les produits alimentaires et de première nécessité coûtent jusqu'à 40 à 100% plus cher que dans l'Hexagone. parce que nous savons que le sport et la culture seront aussi impactés par la vie chère si rien ne change. Parce que nous ne voulons pas faire de nos enfants, cousins, cousines, neveux et nièces, une jeunesse sacrifiée. Parce que demain, nous voulons qu'il y ait encore et toujours des petits Métélas, encore et toujours des petites Pérec, encore des petites Mélanie de Jésus de Santos, des Thuram, des petites Vitalis, des petites Tibus, des petits Lefort, des petits Angloma, des petits Richardson, des petites Mendy François-Elie, des petites Gruda, des petits Trésors, des petits Renards, des petites Flesselles, des petits Riner, des petits Bougers, des petits Mormec, des petits Henri, des petits Turiaf, et plein de petits qui deviendront grands et qui feront demain la fierté de la France. Toutes ces raisons, nous dénonçons la vie chère dans les Outre-mer. parce que nous sommes toutes et tous des sportifs solidaires et engagés. Nous sommes ensemble contre la vie chère. Oui, il faudrait applaudir, mais on ne va pas le faire. On fait une émission, on va la faire. Mais vous avez vu que ce discours, il est sincère, il est franc, il est catégorique, il est net. Et puis il émane d'une certaine élite de notre jeunesse et de notre pays, de notre communauté. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je ne vous ai pas prévenu, vous êtes réflexif. Vous semblez... vous aviez vu cette vidéo, vous l'aviez vue déjà, ouais. Et vous l'avez revue là. Ben, j'espère que beaucoup d'entre nous, de notre communauté antillaise, vont réfléchir à ce qui est dit. À ce qui est dit, c'est l'expression d'une grande partie de la jeunesse, celle qui est peut-être d'élite, on dira, mais l'autre qui n'a pas les qualités intellectuelles, les qualités physiques avec les sportifs de ceux-là, l'autre n'est pas à mépriser non plus. Ils expriment à leur façon maintenant dans un certain désordre leurs revendications. Je pense qu'il faudrait que les autorités, que les élus, que les aînés les conduisent vers plus de sagesse. C'est ce que j'espère à la veille de Noël. Voilà. Une petite information très rapidement. L'autorité de la concurrence a annoncé mercredi avoir sanctionné les compagnies aériennes Air Caraïbes. Vous savez, Air Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, avec le siège devant dans votre nez. Vous voyez, parce qu'ils ont rapetissé. C'est ces gens-là, hein. Ils ont rapetissé l'espace. Air Caraïbes et Air Antilles à hauteur de 14,5 millions d'euros. Au total, pour s'être entendu sur les prix de leur liaison courrier, ça veut dire. C'est Air Caraïbes Groupe Dubreuil qui a été la plus lourdement sanctionnée, 13 millions d'euros pour ses faits remontant à 2015-2019, a précisé l'autorité dans un communiqué, révélant également une sanction de 1,5 million d'euros contre CAFinance. Je trouve que c'est beaucoup nous faire supporter, les capitalistes. C'était une plaisanterie. Autre information très rapide, Serge Letchimy organisera une rencontre stratégique le 4 décembre 2024 avec les acteurs sociaux, économiques et politiques de Martinique. Il souhaite renforcer les collaborations, définir des outils pour créer de la valeur ajoutée sociale et économique et trouver des solutions collectives pour améliorer les conditions de vie des Martiniquais. Ce sera la première réunion vraiment officielle entre les différentes tendances, groupes, composantes. La date, je vais te la dire, le 4 décembre 2024. C'est jeudi, hein? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, oui. Où le monde économique va figurer. J'espère qu'ils seront nombreux, Emmanuel. Ils ont reçu l'invitation le 3 décembre pour le 4 décembre. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises capables de modifier leur agenda pour se rendre à ce type de réunion. Je trouve dommage d'avoir eu un délai aussi court pour mobiliser les entreprises. On ne peut pas convoquer des gens la veille pour une réunion aussi importante qu'il faut préparer, il faut se concerter. Oui. Bon, il faut savoir dire des vérités quand même. Le premier sujet, c'est 150 volontaires en service civique rejoignent les équipes
municipal de Saint-Denis. Ça paraît anecdotique, mais c'est vraiment pour te lancer sur la notion de service civique et de cohésion sociale. Enfin, tu auras compris, Emmanuel. Oui, bien sûr. Non, mais le plan Ambition Jeunesse, c'est un plan que fait le gouvernement pantais avec beaucoup d'efficacité malgré tout, puisque des villes entières, des régions entières s'emparaient de ce plan, notamment pour mobiliser des services civiques qui sont donc des jeunes entre 16 et 25 ans pour leur faire vivre une expérience de solidarité, une expérience d'intérêt général et leur mettre le pied à l'étrier dans la vie, dans la vie du pays. Donc c'est un dispositif qui part d'une très bonne intention et qui, quand il est bien mobilisé par les régions concernées, peut en effet faire levier. C'est le cas de la ville de Saint-Denis qui a un plan qui consiste alors j'avais noté le chiffre, à embaucher plus de 1000 jeunes. 1300, 1500. Oui, donc c'est énorme. On parle là d'effets massifs. Et pour aller servir des missions que finalement des organismes privés ne savent plus servir. C'est l'accompagnement des seniors, par exemple. C'est c'est l'accompagnement scolaire des enfants défavorisés, etc., etc. Donc il y a plein de missions qui sont potentiellement servis par ces dispositifs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le pendant de ce dispositif pour nous, la Martinique, parce que là aussi, nous avons des sujets, nous avons plein de leviers à activer et qui pourraient être servis de manière tout à fait efficace par les services civiques. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, d'une part, ces dispositifs concernent principalement le monde associatif, le secteur public, mais dans certains cas de figure, le privé peut également activer ces dispositifs. Alors, il faut qu'ils aient un agrément, il faut que ce qu'ils attendent de ces jeunes serve l'intérêt général. Et je trouve que ça remet au sens une notion qu'on a un peu perdue, précisément, c'est le sens de l'intérêt général, c'est le sens du bien commun. Et je trouve qu'on devrait valoriser davantage ce dispositif, à la fois pour ceux qui l'activent, parce que c'est important de se préoccuper de l'intérêt général, mais également de révéler chez nos jeunes leur utilité pour le bien collectif. Je pense qu'on a tous besoin de mettre du sens dans ce que l'on fait. Nos jeunes sont en quête de sens. Le service civique peut apporter ce sens. Et donc je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Pour la Martinique, par exemple, on pourrait utiliser ces dispositifs pour réveiller des sujets qui sont endormis. Je pense au tourisme, tout bêtement. On a un tel patrimoine touristique qui aurait pu être, par notre jeunesse, investi, revalorisé auprès de nous-mêmes et auprès des touristes visiteurs. Il y a également des valorisations du territoire, des pans entiers du territoire qui pourraient être remis en valeur par ce dispositif. Et puis enfin, on est là aussi pour redonner un peu d'espoir à la jeunesse. Et Dieu sait si, en ce moment, notre jeunesse a tendance à désespérer. J'attendais que tu rappelles l'expérience que nous avons eue, toi et moi, ainsi que Dorothée, qui est une amie commune, l'expérience que nous avons eue d'initiation à la Martinique, à la sociologie, à l'histoire de la Martinique, une association qui nous avait réquisitionné, c'est le cas de le dire, et on avait formé des jeunes ces jeunes, souviens-toi, ils étaient recrutés par cette association pour handicapés. C'était l'association de l'Arche qui recrutait des jeunes pour pouvoir s'occuper d'enfants handicapés et qui avaient besoin, dans leur approche, de comprendre un peu l'environnement sociétal dans lequel ils intervenaient. Et ils ont fait appel à nous pour échanger avec eux. On a passé une soirée formidable avec ces jeunes volontaires, parce que tout ça s'appuie sur le volontariat. Il faut vouloir, c'est pas quelque chose d'imposé, et ça fait partie des belles valeurs qu'on doit favoriser. Christian, il y a eu une querelle, j'appelais ça un tirage au sens d'une cheminée quittée ou pas entre M. Letchimy et M. Bouvier. 2 petits mots? Oui, 2 petits mots. Enfin, je vais faire plus que 2 petits mots. M. Bouvier aurait dit que les élus martiniquais n'ont jamais travaillé ensemble pour établir un projet d'avenir. Alors moi, je me mets à la place des élus, je me dis, ça, M. Kadila. Non, mais vous comprenez, parce que en réalité, ce n'est pas si simple que ça, premièrement. Deuxièmement, on sait bien aussi que l'État aussi a pas mal de choses à se reprocher. On voit bien comment, par exemple, les policiers, dans le cadre de la santé, le narcotrafic, tous ces éléments-là qui déstabilisent la Martinique sont aussi de la responsabilité de l'État. En plus, je me dis, dans le contexte-là, c'était vraiment maladroit, à mon avis, de
créer une turbulence comme ça vis-à-vis des élus. Alors effectivement, M. Letchimy a répondu de manière assez tapante. C'est le cas de le dire. Absolument. Et puis, j'aimerais vous dire aussi que moi, j'ai eu l'occasion de participer, du temps de M. Marie-Jeanne, à un schéma de développement de la Martinique. Il y a eu le PADM, le plan d'action du développement de la Martinique de M. Letchimy. Il y a eu des plans de relance, il y a eu des contrats de convergence. Et puis, il y a eu des difficultés vis-à-vis de l'État aussi, puisque, par exemple, le président de la collectivité réclame tout le temps la maîtrise des normes, comment il dit. Enfin, bon, c'est un peu un sujet comme ça, quoi. En tout état de cause, on se pose la question, pourquoi le préfet a-t-il dit ça? Pourquoi le préfet a dit ça? Encore une fois, est-ce que ce n'est pas une situation qui comment dire, qui déstabilise les élus? Et puis, donc, on peut se dire aussi que il y a forcément des Martiniquais qui se disent qu'il faut faire un peu rester tranquille, un peu, si vous voulez, les fonctionnaires métropolitains. De pondérer son langage. Oui, j'essaie de pondérer mon langage, absolument. C'est pour ça que j'existe un peu. Oui, oui. Il y a d'autres qui peuvent considérer que la réponse de Letchimy est peut-être excessive, parce que il a fait 2 phrases de préfet, Letchimy a fait 2 pages. Vous voyez? Et puis il y a d'autres qui peuvent considérer aussi que tout compte fait, mais est-ce que ça n'a pas avoué? Est-ce que pour de bon, il ne nous manque pas un plan de développement? Vous voyez, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs tentatives, mais en réalité, ça n'a pas donné grand-chose. Le Martiniquais, véritablement, n'a pas conscience qu'il existe un plan de développement, véritablement. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, on passe le temps à se chamailler, puisque parfois, on dit qu'une collectivité défait ce que la précédente collectivité a fait. Donc, c'est vrai que, même si la critique est maladroite, elle doit quand même nous interpeller. Hein, si vous voulez, on doit se poser des questions. En tout état de cause, moi, je crois que le REPCAC a vraiment fracassé ce pays, parce qu'on est d'accord sur rien, chacun se la joue, chacun a des positions fermées. Et pourtant, une projection partagée, elle est vraiment utile. Ça demande de la sobriété, ça demande de l'intelligence, ça demande de la paix intérieure que nous n'avons pas encore manifestée. Je vais terminer en vous disant la chose suivante, c'est qu'il y a un rapport sénatorial qui a été fait en 2024 par un certain monsieur Christophe Girardi. Alors, je pense qu'il est intéressant d'inviter ce monsieur au pays, parce que sur Internet, on peut trouver, alors je vais essayer de résumer mon propos. Premièrement, il met en cause le modèle économique, il met en cause des problèmes de concentration, il met en cause la pratique des marges arrière. Et il fait quelques conclusions pour des réformes prioritaires, s'affranchir des normes européennes, utilité des réformes structurelles, utilité du développement économique endogène, légiférer pour empêcher les concentrations. Enfin, tout un certain nombre de questions qui me semblent centrales et qui, peut-être avec le rapport de M. Ajar et aussi le protocole, pourraient permettre effectivement d'avoir les bases de réflexion pour pouvoir trouver la paix et favoriser un développement le plus cohérent possible. En tous les cas, ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui ont tué Haïti. Ils sont complètement cons. N'est-ce pas, Daniel? Alors, replaçons-nous dans un contexte. Nous sommes au Brésil. Nous sommes le 19 novembre. C'est dans l'air du temps. Nous sommes au Brésil le 19 novembre. C'est au Brésil que se réunit le G20. Et sur un des quais du Rio, le président est là et il est interpellé par quelqu'un et il dit ce sont les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant s'installer le narcotrafic. Ils avaient un très bon ministre, je l'ai soutenu, ils l'ont viré, ce sont des cons. Donc, je pense qu'on assiste à la énième série de « un président ne devrait pas parler comme ça ». C'est une de plus, mais disons que cela entraîne un certain nombre, à juste titre, un certain nombre de réactions, à la fois de certaines associations en Haïti, comme le comité des Haïtiens pour les réparations et les restitutions, mais aussi de la part du directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, M. Jean-Yves Boquet, qui dit qu'un président ne devrait pas dire ça, et surtout pas là. Parce que là où il est, c'est un endroit qui a accueilli plus de 900 000 captifs d'Afrique entre 1811 et 1831. Qui ont débarqué précisément là. Le quai Valongo. Le quai Valongo. Et ensuite, vis-à-vis des Haïtiens, au moment où il prononce ça, on est à quelques jours de la célébration d'une victoire historique pour les Haïtiens, qui est la bataille de Vertières, par laquelle les Haïtiens ont donné une raclée à l'armée française, qui ont permis
est la naissance de Haïti. Donc tout ça pour Haïti, c'est quand même contexte et ça remet en question la question de la rançon payée par Haïti pour se voir reconnaître par la France. Je rappelle 90 millions. Et donc là, ce fameux comité demande d'une part que la France s'excuse et que d'autre part on remette en actualité la question de la restitution. Tout à fait normal. Moi, je pense qu'à un certain moment, les hommes politiques, ils perdent un petit peu leur self-control. Hein. Leur fil, diraient les jeunes. Mais je pense qu'il y a un phénomène de dérive psychologique, l'usure du pouvoir. Les BRICS produisent plus que le G7. Tu vas nous expliquer, il dit, ce que c'est que les BRICS. Tu vas nous expliquer ce que c'est que le G7. Tu vas nous faire une critique très, 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 très acide de tout ça, et puis l'affaire sera conclue. Bon, on est dans de la géopolitique et de la géoéconomie. Ouais. En clair, on est en train d'assister à un basculement lent, mais progressif, de la maîtrise du monde. Les pays occidentaux, au sens large du terme, hein, parce qu'il y a des types qui mettent le Japon dans les pays occidentaux, on va dire les pays à très fort niveau de revenus, qui sont plutôt situés dans l'hémisphère nord, ça c'est vrai, tous, quasiment tous, sauf l'Australie, qui est un peu plus bas, ont longtemps dominé le monde sur le plan économique. Alors longtemps, il faut s'entendre, hein. Ça a commencé à changer aux alentours du XVIIIe siècle, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est pas si long que ça, parce que si on s'en tient à la domination en Asie de la Chine ou à la domination des empires mésopotamiens avant Jésus-Christ, on est sur des périodes... L'Empire égyptien, on est sur des millénaires. Bon, voilà, on n'est pas sur des millénaires, on est sur des centaines d'années, mais c'est en train de basculer avec l'arrivée concertée d'un certain nombre de pays, qui sont des pays du Sud, pour la plupart, mais qui intègrent un pays européen, ils se définissent comme pays européen, donc la Russie. Ces BRICS, donc c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se sont vus rejoindre par un certain nombre d'autres pays, l'Égypte, ils sont 10 maintenant. Voilà, donc un certain nombre d'autres pays, l'Iran entre autres, qui constituent sur un plan purement arithmétique une production de richesse aujourd'hui supérieure à celle des pays de l'OCDE au sens restreint aux pays européens et nord-américains. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en clair qu'on est face à un nouvel ordre économique mondial, on entend ça depuis des décennies, mais bon, il commence, avec probablement un basculement sur 2 points qui sont fondamentaux. C'est quelle va être la monnaie de référence ? La dédollarisation. Voilà, la monnaie de référence depuis maintenant, le début du XXe siècle, c'est le dollar. Et notamment à partir de 1972, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, où là, le dollar la valeur des monnaies était indexée sur l'or, et puis les Américains ont dit ça suffit, il est indexé sur nous-mêmes. Terminé. Et donc, c'est le dollar qui est la monnaie reine, mais là, de plus en plus d'économies du Sud disent non, on veut travailler sur d'autres monnaies. Alors, ils ont essayé la monnaie chinoise, ça n'a pas donné grand-chose, parce qu'il reste que dans le nouvel ordre économique mondial, les gens qui dirigent ces 2 catégories, ce sont les banquiers, et jusqu'à maintenant, les banquiers les plus puissants font partie des pays du G7. Et puis, l'autre corporation qui dirige le monde, ce sont les gestionnaires de l'information. Et quand vous regardez les 10 plus grosses capitalisations mondiales, c'est uniquement, ou quasi uniquement, il y a une exception, c'est Saudi Aramco, l'entreprise pétrolière d'Arabie Saoudite. Tous les autres sont américains et tous sont dans l'info. Donc, il va être difficile pour les BRICS de contrôler le monde. Allons rapidement, c'est un peu caricatural, mais c'est ça, sans 2 éléments majeurs. Le premier, c'est l'argent, donc la finance mondiale, et le deuxième, c'est la gestion du pouvoir absolu que constitue le savoir.
Donc, bon, ça, c'est ma contribution personnelle, mais il faut être aujourd'hui extrêmement attentif à la montée en puissance de ces pays pour une raison simple, c'est que ce sont les pays les plus peuplés du monde. Donc, au lieu d'aller conquérir 300 millions du côté des États-Unis ou 600 millions du côté de l'Europe, ils vont se conquérir eux-mêmes. Le marché intérieur des BRICS représente aujourd'hui près de 4 milliards d'habitants, puisque 1,3 en Chine, 1,4 en Inde, ça fait 2,7. Près de 300 millions au Brésil, 160 millions en Russie, l'Afrique du Sud est proche de 100 millions, il y aura bientôt le Nigeria, il y a le Nigeria, c'est plus près de 200 millions. Donc voilà, c'est ça l'avantage compétitif des BRICS, c'est d'abord leur population. Et puis, pas pour te couper la parole, mais pour conclure, c'est là que les divergences économiques et politiques vont intervenir entre eux, et que surtout que si Trump leur dit, attention, si vous dédollarisez, vous n'allez rien importer chez moi, vous n'allez rien vendre. N'exporter, rien vendre, donc ça va être terminé. Un petit sujet qui me plaît bien, c'est l'inauguration du cyclotron, avec comme base le discours du directeur adjoint de l'ARS. De l'ARS, oui. Oui. Oui, ben on en a déjà un peu parlé ici. Le cyclotron, c'est un équipement majeur, très important, qui a coûté beaucoup d'argent. Bon, il y a le cyclotron lui-même, mais il y a aussi tout le dispositif qui est mis autour du cyclotron et qui fait de la Martinique le porteur d'un instrument d'imagerie numérique essentiel dans notre région, avec une portée mondiale, comme il en existe pratiquement aucun en Europe. Donc on a pris une avance considérable avec cette technologie qui a été investie chez nous. Alors le cyclotron lui-même devait coûter autour de 15 millions d'euros, mais l'investissement global, on parle quand même de plus de 60 millions d'euros. Alors porté essentiellement par des fonds européens, etc., mais avec une contribution importante de la CTM pour l'équipement. Ensuite, tout ça est exploité par l'hôpital, avec un enjeu essentiel, c'est comment rentabiliser tout ça. Si on utilise comme clientèle que la Martinique, on n'ira pas bien loin. Donc c'est un équipement qui nous oblige à ouvrir nos savoir-faire de soins sur l'extérieur. Et je trouve que ça, c'est assez enthousiasmant comme obligation. L'obligation de s'ouvrir parce qu'on a un équipement qui doit trouver sa rentabilité en allant chercher une clientèle ailleurs. Ouais. Donc ça nous met dans une posture de conquête. Et ça, c'est vraiment très bien. Rappelons quand même à quoi ça sert le cyclotron. Peut-être que personne n'a... C'est un élément c'est un outil de diagnostic qui permet de diagnostiquer plus vite et de manière plus fine une série de pathologies, notamment les cancers, notamment les maladies neurologiques ou encore les maladies cardiovasculaires. Et donc, l'avantage d'avoir cet équipement chez nous, c'est d'éviter les déplacements, parce que jusqu'à présent, il fallait prendre des rendez-vous en France ou ailleurs, et il y avait des mois de délai, enfin, c'était compliqué. Donc, on évite ces déplacements, on raccourcit le délai de diagnostic, et donc on augmente les chances de sauver des vies. Donc, on parle de quelque chose de vital. Et puis enfin, on obtient une précision accrue dans les diagnostics. Donc tout ça, encore une fois, c'est un équipement essentiel. Voilà donc ce qu'on peut dire. Donc moi, ce que j'aime dans cette approche, c'est cette obligation qu'il nous donne de nous ouvrir sur l'extérieur et d'avoir une attitude de conquête. À l'occasion de cette inauguration, des représentants des îles voisines, des pays, des États souverains voisins étaient là. Ah ben oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, parce que le discours s'est tenu devant la Dominique, devant Sainte-Lucie, devant Saint-Vincent, devant plein de pays. Moi, donc c'est formidable que notre hôpital, qu'on a tendance parfois à critiquer, mais parce qu'on aime bien critiquer ce qu'on a, mais il faut être fier de ce qu'on a, il faut être fier de ce qu'on est. On a un instrument que beaucoup de pays dans le monde nous envient. On est la 10e dans le monde. Oui, et donc il faut, à un moment donné, il vaut mieux changer peut-être notre manière de voir comment on est, comment on se positionne, et se dire on a la chance de disposer quand même d'atouts. Pour cette occasion, un chiffre m'a interpellé. Sont diagnostiqués 1600 nouveaux cas de cancer par an,
1100 patients sont traités au suivi et plus de 18 000 personnes cancéreuses survivent grâce à justement ces moyens technologiques. Alors, il n'y a pas que des mauvaises choses et, comme tu dis, je ne vais pas faire de la rediffusion de ce que tu dis. Il y a un autre chiffre que ton document m'a appris, c'est que, contrairement à ce que je pensais, le taux de cancer en Martinique est plus faible, que national. Ça, je n'avais pas cette vision-là. Sauf certains cancers. Sauf certains cancers, bien évidemment. Mais en global, on n'est pas les moins bien lotis non plus. Donc là aussi, mettons un petit peu de discours d'espérance sur nous-mêmes. Juste un petit truc, excuse-moi, juste un petit truc, vous aurez noté la concomitance entre l'inauguration du cyclotron et l'arrivée de 2 nouvelles compagnies aériennes qui font le lien avec Trinidad. Et notamment, dans les avions de Caribbean Airlines, il y aura beaucoup de Trinidadiens qui viendront se faire diagnostiquer. On va parler un petit peu de nos cochons, de nos poules, Madivial au tribunal. C'est-à-dire que dit qu'il puisse traiter ça avec le détachement. Je te remercie de me replonger. À hauteur de vue. Bien, pour mettre les choses en perspective, l'affaire Madivial, comme on l'appelle, n'est, à mon avis, que la partie immergée d'un iceberg qui concerne la gestion globale de l'économie martiniquaise en lien avec les subventions européennes. Parce que c'est ça le cœur du sujet. Alors, bon, je ne vais pas refaire l'historique, mais bon, grosso modo, il y a une coopérative qui est l'émanation de la fusion de plusieurs coopératives spécialisées, toutes ayant un point commun, ce sont les animaux d'élevage. À une exception près, celle de la CODEM, qui, elle, travaille sur les bovins. Les autres animaux sont rassemblés, si on peut dire ça comme ça, ou les éleveurs sont rassemblés dans une coopérative qui s'appelle Madivial. Madivial est une excellente idée de départ. Probablement que... Alors moi, j'étais dans mon petit coin, et puis il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, on a un vrai souci. Et comme mon souci permanent, c'est de veiller à ce respect absolu de la gestion des fonds publics, et là, il y a manifestement des problématiques. Alors, la chaîne dans laquelle j'interviens, qui s'appelle ATV, et moi-même avons été mis en cause de manière publique et puis de manière judiciaire sur le fait d'arrêter de raconter des trucs sur Madivial. On a insisté, on a été en procès, et les gens que nous avions en face de nous disaient de toute façon, y compris des journalistes, y compris le microcosme, nous disaient il n'y aura jamais de procès parce que cette histoire va être enterrée, etc. Les procès, il y en a des tonnes, des actions judiciaires, il y en a des tonnes, et l'une d'entre elles aboutit à un procès qui devait se tenir le 27, 28, 29 novembre et qui a été reporté d'une année et qui se tiendra en novembre 2025. Alors, c'est la tradition dans ces affaires-là. L'affaire qui me concernait devait être jugée en janvier 2023. Elle a été jugée en février 2024. Donc, vous voyez que... Focalisons sur celle-là. Voilà. Celle du 27, 28, 29 touche à des faits extrêmement graves. Alors, évidemment, il n'y a pas eu de procès, donc il n'y a pas de jugement, mais le cœur de l'affaire, c'est quand même des détournements, des suspicions de détournement de fonds publics. Et ce qui rend les choses gravissimes, c'est qu'on est d'une part sur des dizaines de millions d'euros de détournement public probables, allons dire ça comme ça. Mais ce qui rend les choses inquiétantes, c'est que l'organisme qui distribue ces fonds, ces subventions, avec comme finalité d'aider les éleveurs, cet organisme s'appelle l'ODEADOM. Et l'ODEADOM distribue ces aides européennes à travers ce qu'on appelle, très souvent on entend ce mot-là, les POSEI, donc ce sont des aides européennes, et il est partie civile, c'est-à-dire qu'il porte plainte, mais on sent bien qu'il ne porte pas plainte de manière spontanée, la fleur au fusil. Il porte plainte parce que derrière, il y a un monstre. Le monstre, c'est l'OLAF. Et l'OLAF, c'est l'organisme de contrôle antifraude européenne. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a de fortes chances que tout ça aboutisse à des condamnations
de très fortes chances, parce que c'est déjà le cas sur d'autres affaires. Rappelez-vous l'affaire du silo, ce fameux silo à Ducos construit illégalement et que le préfet doit théoriquement détruire. Et là, il y a de vraies interrogations sur le fait qu'il ne le fasse pas. Et la conséquence directe, c'est que s'il y a une remise en cause des aides européennes pour l'élevage, en tout cas pour les spéculations qui sont concernées, ça veut dire un arrêt brutal de l'élevage en Martinique. Et c'est là le message que moi, j'essaie de faire passer avec d'autres, hein, bien évidemment, en disant aux éleveurs, attention, vous continuez à faire confiance à des gens qui sont mis en cause, et là, ils sont mis en cause avec des risques de condamnation élevés. Ils ne sont pas condamnés pour l'instant, mais ils sont à la barre du tribunal. Et à terme, si ces gens sont condamnés, ils devront, l'organisme Madivial lui-même et un certain nombre de personnalités individuelles, rembourser les sommes. Alors, quand on fait le calcul, c'est là que ça devient délirant. On est sur plusieurs dizaines de millions d'euros avec des détournements, là, à titre personnel, sur une des milliers d'affaires concernées, de près de 15 millions d'euros. Donc, le total, alors je me suis hasardé à faire une espèce d'addition, on est à plus de 80 millions d'euros. Donc, les éleveurs qui sont membres de cette coopérative seront débiteurs. Exactement. Voilà, donc c'est une affaire gravissime. Alors, pour conclure, donc, présomption de détournement de fonds publics, d'escroquerie et de corruption, si ce sont les éléments de la mise en examen, de la citation devant le tribunal correctionnel, avec quand même, je dois le dire très, très sérieusement, une présomption d'innocence qui joue en faveur à la fois de la coopérative et des gens qui sont concernés. En tant que moi-même juriste, je dois le dire et répéter que jusqu'à ce qu'il y ait condamnation, que les cartes ne sont pas tirées, ne sont pas jouées. Et un autre procès doit intervenir bientôt, c'est celui SMTD, comme on dit. SMTVD. SMTVD, comme alors, on là dit. encore, brièvement. Oui, très brièvement. Là encore, vous savez que très classiquement, les Martiniquais disent « Ouais, non, mais laisse tomber, il n'y aura jamais de procès. » Vous qui êtes du métier, vous savez que cette espèce de mythe de « on enterre tout », il ne vaut pas. Et même si on attend 10 ans, 15 ans, ça revient. Donc là, il y a un procès, probablement, la date a été fixée au mois de juin. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on retrouve dans le procès SMTVD des éléments concernant Madivial, puisque vous savez que SMTVD est concerné, alors là encore, présomption d'innocence, oui, mais il est concerné par le fait que un certain nombre de produits devaient être détruits au SMTVD et finalement ne l'ont pas été et ont été réintroduits sur le marché au lieu d'être détruits. Mais pour ne pas être détruits, il faut officieusement... Beaucoup de complicité. Il faut beaucoup de complicité, et notamment des fausses attestations de destruction. Et là, bien évidemment, on va en reparler. Mais ça donne une image de la profession qui est catastrophique. Moi, je pense qu'il faudra faire très attention à ne pas détruire les gens qui sont concernés, savoir les producteurs, oui, les agriculteurs, mais en même temps, il faudra bien que justice passe. Les coulisses de fiasco, Daniel va nous parler de la COP29. Oui, la COP29, c'est sur... ça fait suite à Dubaï, où c'était les conséquences du changement climatique, du fait des émissions à effet de serre et de l'utilisation des énergies fossiles. Alors, la dernière fois à Dubaï, on était arrivé à un résultat que certains ont considéré comme historique, à savoir qu'on n'a pas parlé de sortie des énergies fossiles, mais de transition vers la sortie. Et la création d'un fonds en faveur des pays qui étaient le plus touchés par les conséquences du changement climatique. Et donc, la COP, puisque c'est chaque année, hein, la COP qui se tient à Bakou, en Azerbaïdjan, a été qualifiée de COP des financements parce qu'elle devait concrétiser quel serait le montant de l'aide et comment la transition se ferait pour pouvoir accompagner cette sortie. Sauf que cette COP se tient dans un contexte géopolitique qui est particulier, déjà parce que c'est l'Azerbaïdjan, s'agissant de la France,
avec toutes les interventions de l'Azerbaïdjan, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou bien dans les Antilles, ce qui fait que la ministre ne vient pas, mais qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la France, il ne faut pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Le président Macron n'est pas là, mais Biden n'est pas là, le président chinois n'est pas là, la présidente de l'Union européenne n'est pas là, Olaf Scholz n'est pas là, et Lula qui va accueillir à Belém la prochaine COP n'est pas là non plus. Donc, je veux dire, il y a plein de monde qui est pas là. Donc, dès le départ, il y a comme un fiasco qui est comme une grosse gêne. qui est prévisible. Oui. Et en fait, ce n'est qu'au dernier moment qu'ils arrivent, mais vraiment à un résultat qui est un peu dérisoire, c'est-à-dire que sur le fameux financement pour les pays, le fameux fonds pour les pays vulnérables, qui demandait 1300 milliards, l'accord prévoit 300 milliards. Donc, on est loin, le décalage est énorme. C'est pour ça que le journal Reporter, qui fait l'article que tu nous as donné à voir, parle de fiasco. C'est parce qu'on est à 300 milliards et qu'on a laissé, alors, entre deux COP, il y a une réunion intermédiaire pour essayer de rattraper ce qui pouvait être rattrapé. Donc, on se dit qu'on va peut-être voir, parce que on a fixé le montant, mais on n'a pas vu les modalités, qui paye quoi, la répartition. Donc, on se dit qu'entre deux COP, on va y arriver. Mais on n'est pas sorti, on n'est vraiment pas sorti de cette question, et on est un peu loin de l'accord de Paris, qui était l'accord qui mettait les choses au point, surtout quand on sait qu'à partir de janvier 2025, c'est Donald Trump qui est président des États-Unis et qu'il n'a pas du tout l'intention. Il n'y a pas la fibre écologique. Du tout. Petit jingle. Daniel, tu as encore la parole. Tu vas nous parler de Frantz Fanon et des Antilles. Il est question de répondre à l'oubli. Je te laisse continuer, sinon je... Alors pourquoi Frantz Fanon? Parce que tout simplement, le 6 décembre 1961, Frantz Fanon meurt à l'âge de 37 ans, donc c'est l'anniversaire de sa mort. Et je pense que c'était intéressant d'en parler, et surtout en faisant état de ce livre que vous voyez, dont vous voyez la couverture à l'écran, d'André Lucrèce, Frantz Fanon et les Antilles, l'empreinte d'une pensée. Parce que je trouve que pour ceux qui ne connaissaient rien de Frantz Fanon, ou qui ne connaissent pas beaucoup, je trouve que c'est une belle introduction à Fanon. Déjà que Fanon, on l'insère dans sa réalité martiniquaise. On voit où il est né, quels sont ses parents, les lieux de Fort-de-France qu'il a fréquentés, les événements qui se sont déroulés, donc sa langue. Ensuite, on voit l'engagement qui est très jeune. Alors, il était très brillant, Fanon, et il est à sa deuxième année de bachot, et il décide de s'engager parce que c'est la guerre et parce qu'il écoute Radio Londres. En Martinique, on écoutait Radio Londres, et il décide de partir en dissidence. Il ne reste pas longtemps parce qu'il trouve que ça ne va pas assez vite, donc il revient en Martinique et il repart en s'engageant dans un bataillon et il va faire la guerre. Vraiment la guerre sur le terrain, c'est-à-dire sur le front, en risquant sa vie. Et il va y passer 2 ans et il va revenir avec croix de guerre, avec palme. Donc c'est vraiment un combattant. Et il revient, il passe son bachot et il part faire des études. Et on voit tout, avec Lucrèce, on suit tout ce parcours. Et on voit bien, il fait des études de psychiatre, il est nommé à Blida. Et on voit aussi, en Algérie, et on voit aussi l'interrogation entre sa situation de Martiniquais et ce qu'il connaît en Algérie. Et puis on voit donc comment il démissionne de son poste et comment il s'engage vis-à-vis avec le FLN pour participer de plein pied à la révolution algérienne. On suit son parcours parce qu'il y a plusieurs ouvrages. Tout le monde connaît à peu près Peau noire et masque blanc. On connaît aussi Les damnés de la terre, l'enseigne de la révolution algérienne. Et André Lucrèce permet d'entrer dans la pensée de Fanon. Il montre les correspondances, mais à la fois les différences avec celles d'Aimé Césaire. Et je pense que ça nous familiarise et que ça nous permet de comprendre l'actualité de Frantz Fanon. Et je pense que ce serait, mais je crois qu'il en est question, que pour l'année prochaine, qu'on s'approprie davantage sa pensée et surtout la problématique, parce que c'est un questionnement en permanence. Ce n'est pas quelqu'un qui adopte une position figée, dogmatique. C'est un questionneur. Et donc, je pense que dans la période actuelle,
il est important de se poser des questions. Il est bon de creuser un peu plus le personnage, sa pensée, Absolument. puis aussi Oui, et donc il y a plein d'ouvrages. sa luminosité. Quoi. Absolument. Et ça, c'est une belle introduction. Il y a un film qui vient de sortir qui traite de la période Fanon en Algérie et qui a été présenté au Maroc il y a quelques heures. Intéressant. Bon, c'est la saison des jingles, roi jingle. Je vous avais dit qu'on va zouker. On va changer de contexte, effectivement. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un artiste qui a un itinéraire assez singulier. Il s'appelle Eddy Marc. Il est originaire de Madagascar. Il est né à Madagascar. Ça, je l'ai appris assez tard. Il a fait ses premières initiatives de maîtrise de la flûte au Cermak, où il a appris la flûte traditionnelle. Il a aussi travaillé la flûte traversière. Et puis, en 1993, il s'est lancé. Il a coproduit ses albums avec Alfred Desfontis. Et je vais vous faire écouter le premier titre qui s'appelle Évasion. Un beau petit chanteur l'amour. Il y a tant de temps, 3 temps qui m'ont scellé, maintenant respirer. Quand il est à Tahiti, va y aller mon nom et ben de mili. Il y a des lunes et des lunes que j'aimerais t'amener aux Amériques. Où malgré les conquistadors, il y reste encore quelques trésors. Bel tizouk. Alors, vous savez qu'il a une société de production qui s'appelle Image de Marc. J'ai trouvé ça pas mal. Et puis, il a travaillé au Club 78 avec Yves-Marie Serraline, et c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil à Yves-Marie Serraline. Et puis, ce Club 78 qui a accueilli Tony Chasseur, qui a accueilli beaucoup de jeunes et qui leur a permis de se rencontrer. On parlait de Céline Fériac l'autre jour. Exactement. Le Club 78 aussi a été une structure qui les a accueillis également. Et puis, il a travaillé avec Pacatak, il a travaillé avec La Connexion, il a travaillé avec Palantier de notre ami qui est décédé, Léon Sainte-Rose. Il a fait plusieurs concerts à l'Atrium. On va écouter un deuxième titre qui s'appelle Émotion. Alors, ce n'est pas un vidéoclip. J'ai choisi ce titre par rapport à la mélodie, j'ai trouvé jolie, et le texte que je vous invite à partager. Émotion, c'est ça pour nous. Pour faire la tête tourner, vibrer en harmonie. Pour faire mon roi qui s'amouler toujours plus belle. Sans émotion, la vie pas bon. Émotion qu'a fait vérité, qu'a fait sortir du ciel, ça ou peut pas serrer. Qu'a fait Dieu nous clairer dans l'huile qu'on l'a joué. Sans émotion, la vie pas belle. J'espère que vous avez aimé, c'est doux ça. Oui, absolument. Quand on danse ça avec une... Non, mais tout le monde se donne de l'idée dans le studio. Alors, il a travaillé également avec Polo Albin, il a travaillé avec Céline Fériac, Viviane Gangon, Léa Galva. Il a été récipiendaire de plusieurs trophées, les trophées RCI et d'un trophée SACEM également, dont je vais vous parler tout à l'heure. Troisième titre, Love Story, que je vous invite à partager avec nous. Monsieur Eddy Marc. Bien agréable. Bien agréable. C'est parti. La pensée décidée sentie. Nous soyons à Kenny, mon avis. Kenny, mon mémorial, la dans son live en l'eau monte bien. Mademoiselle, t'es décidée. Au soir de Kenny, t'as pissé. Avant musique, t'es commencé. Mademoiselle, t'es à la t'es cassougué. Bélo, bodo, bodo. Bodo, mademoiselle, je vous entends pas. Bélo, bodo, bodo. Bodo, mademoiselle. Bélo, bodo, bodo. Bodo, mademoiselle. Stumbino, bino. Joli. Bon, petite version, le titre c'est Mademoiselle. Vous savez que beaucoup d'artistes comme Eddy Marc, ils ont fait un petit compas parce que c'est aussi
une manière de s'assurer une rentabilité, parce qu'effectivement, c'est une musique que les gens aiment. Et on l'a vu là dans l'émission qui a été organisée par les premières, enfin Martinique Guadeloupe, presque light show. Alors, quatrième vidéo, je pense que c'est Love Story que je vous propose de découvrir. C'est devant, mais devant, mettez l'amour nous, bébé. C'est devant, mais devant, mettez l'amour nous, bébé. Peur du monde et de ses folies, peur du fracas des bombes, des fusils, notre amour a pris naissance pour nous. S'il y a eu rire et poésie, ils sont venus petit à petit. Après le swing, après la danse, doucement, oui doucement. C'est devant, oui devant, mettez l'amour nous, bébé. C'est devant, oui devant, mettez l'amour nous, bébé. Alors, Eddie a fait 3 ou 4 albums, mais à chaque album, il a eu des succès. Il a fait plusieurs tournées en France. Il a joué également avec Kassav. Et il me dit que c'est son plus grand souvenir parce qu'ils ont joué devant 18 000 personnes. Donc, c'est des moments, effectivement, qui restent gravés dans la vie d'artiste. Il a produit 2 concerts à l'Atrium également. Il a rempli l'Atrium. Il est très fier de tout cela. Et je crois pouvoir dire que c'est un artiste qui a une identité, qui a son cheminement, qui a son itinéraire. Il a travaillé avec Ronald Tull, il a travaillé avec Philippe Joseph, avec Thierry Vaton, avec Frédéric Caracas. Et puis, bon, il a des chansons célèbres comme Mi Amor, Attention fragile, Mademoiselle qu'on a écouté, Je vous aime vous, pour vous, Une femme. Donc, c'est un artiste qui, à mon avis, a toute une autre considération. Et il a créé plus d'une centaine de chansons déjà aujourd'hui. Et puis, je vais vous présenter effectivement pour le dernier clip, cette chanson où il a eu un trophée de la SACEM pour la meilleure composition au succès de l'année. Ça s'appelle Tourment d'amour, c'est une très jolie chanson. Si bien malgré moi, je te faisais souffrir, j'épuiserai mes charmes afin de te retenir. J'arrêterai le temps pour toujours te regarder. J'arrêterai à temps tout ce qui me ferait pleurer. Mais c'est là, toujours là. Je suis en amour de mon tourment d'amour. Je suis en amour encore et toujours. Je suis en amour de mon tourment d'amour et d'aimer d'amour sans autre détour. Changer, non mais pas changer. Alors, tout à l'heure, j'avais envie de faire une blague pour dire que vous ne connaissez pas ça, mais Eddie, qui est un zouker, on connaît. Oui, je l'ai N'est-ce produit. pas? J'ai produit Eddie Maroc, notamment dans le cadre du Miami Beach. Et sa capacité d'attractivité féminine est remarquable. Joli garçon, belle voix. Et puis pas que des seniors. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais non, non, pas du tout. » Toutes les générations connaissent par cœur ces chansons, y compris des ados, et c'est assez impressionnant. Très Comme quoi, bien. le zouk n'est pas mort. Le zouk ne va jamais mourir. Il va s'appeler Lambada, il va prendre des noms, il va être copié, il va être sucé, il va être... Mais il sera zouk. Ouais. Bon, s'imaginez que nous ayons 11 millions d'habitants comme Haïti ou 12 ou 13 comme Saint-Domingue, ouais, le poids que ça aurait eu, que nous aurions eu, mais c'est sûr. Par exemple, Eddie serait un homme excessivement célèbre, toi tu serais un patron de la musique, Daniel serait une ministre de quelque chose. La culture, bien entendu. J'ai toujours pensé qu'on pouvait postuler à l'UNESCO avec le zouk et la biguine. Il y a des gens qui font un travail terrible sur la codification du zouk. Et moi, j'ai vu des salles pleines avec des gens qui venaient regarder ça.
Moi, je pense que l'internationalisation... Alors, j'ai compté, hein, sur la Caraïbe, il y a 22 styles de musique qui ont été créés dans la Caraïbe. C'est extraordinaire. Aucune région au monde n'a fait ça. C'est comme quoi le métissage est pas mal, comme quoi la créolité. La créolisation. Et le zouk, c'est le produit le plus exporté de la Martinique. Oui, c'est clair. Écoutez, nous avons fini largement dans les temps. Ça nous permet de remercier nominativement Daniel Marceline, Emmanuel de Rénal, Eddy Marajo, Christian Boutan, David et Mehdi qui sont dans les studios. À l'étage, tout le staff administratif, dont Max et puis Flore. On ne le voit plus beaucoup, notre webmaster, Yann, mais fait quand même un travail intéressant de popularisation de nos... Je vois qu'il vous montre beaucoup. Il a l'air de vous oublier, mais je suis très content comme ça. C'est vous les stars, en réalité. C'est vous qui faites l'émission. Sans oublier Gérard Dorling. Non. Voilà. Je suis dans les coulisses. Je suis dans les coulisses. Ça me fait plaisir quand même que vous parliez ainsi de moi. C'est très bien. À la semaine prochaine. Et puis, gardez votre bonne humeur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'avoir votre voiture brûlée, encore que, bon, mettez-la à l'écart. Vos magasins, essayez de les protéger le plus que possible. Et puis, priez le petit Jésus qui va bientôt d'ailleurs arriver, qui va naître dans une étable. À la semaine prochaine.